Dans un petit village isolé des Cévennes, la vie de Théodore Rodrigues, ancien employé de bureau reclus et méthodique, bascule lorsqu'une lettre anonyme évoque un secret lié à son passé. Entre souvenirs troubles et rencontres énigmatiques, Rodrigues se lance dans une quête silencieuse pour démêler le vrai du faux, confronté à l'indifférence des habitants et à ses propres démons. Une plongée introspective dans l'âme humaine, où le calme apparent d'une existence solitaire cache un tourbillon de questions sans réponse. Bonsoir, chers auditeurs. Bienvenue dans cette nouvelle histoire audio conçue pour vous accompagner durant vos moments de détente. Monsieur Rodrigue est une plongée douce et mélancolique dans l'univers feutré de Georges Simenon, où chaque détail compte et où le mystère se dévoile lentement, comme une berceuse pour l'esprit. Fermez les yeux, laissez-vous porter par la voix apaisante et découvrez pourquoi ce récit est idéal pour glisser vers le sommeil ou rester éveillé, captivé par ses silences. Bonne écoute. Chapitre 1. La lettre. La pluie fine de novembre enveloppait le village de Saint-Julien-en-Grève d'une brume grise, effaçant les contours des maisons en pierre et des ruelles pavées. Théodore Rodrigue, 63 ans, ancien commis aux Écritures à la retraite, referma la porte de son logement sous les combles avec la même précision qu'il mettait à classer ses dossiers jadis. Son appartement sentait le bois ciré et le tabac froid, un refuge ordonné où chaque objet avait sa place, le fauteuil en velours côtelé près de la fenêtre, la lampe à abat-jour vert, le calendrier des postes marqué d'une croix rouge au jour d'aujourd'hui. Ce matin-là, pourtant, la routine vacilla. En descendant acheter son pain, il trouva dans sa boîte une enveloppe sans timbre, glissée à la main. Son nom était tracé en lettres capitales maladroites. À Monsieur Rodrigue. Aucun signe distinctif, pas même un post-scriptum. Intrigué, il la rangea dans la poche de son pardessus, attendant d'être seul pour l'ouvrir. Assis à sa table en chêne, il déplia la feuille. Le message était bref. Vous croyez tout savoir, mais le ponton de la rivière se souvient. Aucune signature. Ses mains tremblèrent légèrement. Le ponton, celui où, 30 ans plus tôt, un ouvrier était tombé dans les eaux glacées, disparaissant sans laisser de traces. Rodrigues y avait assisté, impuissant, depuis la rive opposée. Un accident classé sans suite. Pourquoi ce rappel maintenant? La question tourna dans son esprit tandis qu'il préparait son thé, dosant les feuilles avec une rigueur maniaque. Le village, lui, semblait indifférent. Aux deux églantines, le café où il s'attablait chaque midi, les conversations roulaient sur la pluie et les récoltes tardives. Personne ne mentionna la lettre. Personne ne le regarda différemment. En fin d'après-midi, il se rendit à la rivière, foulant les feuilles mortes qui craquaient sous ses semelles. Le ponton, rongé par l'humidité, s'avançait toujours au-dessus de l'eau noire. Il fixa les vaguelettes, tentant de raviver des souvenirs enfouis. L'ouvrier, un certain Léon Mercier, était-il vraiment seul ce jour-là? Rodrigues ferma les yeux. Une image fugace, une silhouette derrière Léon, une main tendue. Non, son esprit lui jouait des tours. Sur le chemin du retour, il croisa la vieille Élodie, la boulangère, qui lui lança un regard appuyé. « Vous avez reçu des nouvelles, monsieur Rodrigues ?» murmura-t-elle, comme pour ne pas effrayer les ombres autour d'eux. Il secoua la tête, mais elle continua de le dévisager, un sourire énigmatique aux lèvres. La nuit tomba, épaisse et silencieuse. Rodrigues, allongé dans son lit, fixa le plafond. La lettre, posée sur la table de chevet, paraissait le narguer. Qui savait? Qui osait remuer le passé? Il songea à répondre, à afficher l'indifférence. Mais le doute, une fois semé, ne demandait qu'à grandir. Demain, il irait à la mairie consulter les archives. Demain, peut-être, le mystère s'éclaircirait. En attendant, le village gardait ses secrets, et la rivière, sous la lune,
murmurait des mots que seul le vent comprenait. Chapitre 2. Les archives. La mairie de Saint-Julien-en-Grève, un bâtiment austère aux volets verts délavés, se dressait au cœur du village comme un gardien sévère. Rodrigue y pénétra à l'heure où le soleil perçait à peine les nuages bas, éclairant faiblement le hall poussiéreux. Derrière le comptoir, une employée à la permanente grisonnante leva les yeux, surprise. « Vous désirez, monsieur Rodrigue ?» demanda-t-elle, reconnaissant aussitôt le reclus. « Je souhaiterais consulter les registres municipaux de 1983 concernant les accidents du travail, » articula-t-il, feignant une assurance qu'il était loin de ressentir. La femme, Madame Clément, hésita, triturant son collier de perles factices. « C'est que ces documents sont classés confidentiels, il faudrait l'autorisation du maire. » Rodriguez sortit une feuille pliée de sa poche, une copie de la lettre anonyme. « On m'a suggéré de chercher ici. » Le mot confidentiel sembla flotter entre eux. Madame Clément soupira, puis contourna le comptoir, ses talons claquant sur le carrelage. « Suivez-moi. Mais je vous préviens, certains dossiers ont disparu. » Dans la salle des archives, l'air sentait le moisi et le vieux papier. Des étagères croulant sous les registres s'alignaient jusqu'au plafond. Madame Clément grimpa sur un escabeau, farfouillant dans un carton étiqueté « Accident, années 80 ». Voilà, l'affaire Mercier. Elle lui tendit un dossier mince, presque vide. À l'intérieur, un rapport succinct. Chute accidentelle de Léon Mercier, 42 ans, le 12 novembre 1983. Aucun témoin. Corps non retrouvé. Comment ça, corps non retrouvé? Murmura Rodrigue. La rivière avait charrié des cadavres, d'animaux des jours durant après la tempête. Un homme aurait dû remonter. Madame Clément haussa les épaules. On a conclu à une noyade. Les gendarmes ont arrêté les recherches au bout d'une semaine. Elle se pencha, baissant la voix. Mais le maire de l'époque a reçu des lettres. Des menaces, paraît-il. Rodrigues fronça les sourcils. Qui les a écrites? La question resta en suspens. Madame Clément secouait déjà la tête, refermant le carton. Je ne peux rien dire de plus. Sur le chemin du retour, il croisa le maire actuel, un homme jeune et pressé qui le salua à peine. Rodrigues nota pourtant son regard fuyant, sa main crispée sur une mallette en cuir. Plus loin, près de l'église, un chien errant gronda en le voyant passer. Ce soir-là, assis à sa table, il relut le rapport. Une phrase le frappait. Aucun témoin. Mais il y avait bien quelqu'un, ce jour-là, lui-même. Pourquoi n'avait-il jamais parlé? La réponse lui échappait, enfouie sous des années de silence. Alors qu'il se couchait, un bruit sourd résonna dans l'escalier. Il se figea, écoutant les craquements du bois. Rien. Juste le vent, peut-être, ou l'écho d'un passé qui refusait de mourir. Chapitre 3. La rencontre. Les jours suivants, Rodrigues arpenta le village avec une minutie nouvelle, comme s'il découvrait Saint-Julien-en-Grève pour la première fois. Les façades lézardées, les volets disjoints, les ruelles en pente qui menaient à la rivière. Tout lui paraissait à la fois familier et étranger, chargé d'un sous-texte qu'il n'avait jamais voulu lire. Ce matin-là, il se rendit au café des Amis, autrefois tenu par Marthe, la veuve au regard perçant. L'établissement sentait le renfermé et le bois ciré, avec ses banquettes en scaillis élimées et son comptoir maculé de taches de bière séchée. Marthe, une femme sèche aux cheveux teints en noir corbeau, essuyait des verres derrière le bar, son éternelle cigarette fichée au coin des lèvres. « Vous ici, monsieur Rodrigues ?» lança-t-elle sans lever les yeux, comme si sa présence était à la fois attendue et indésirable. Il commanda un café, puis, après une hésitation, sortit la bouteille de cognac achetée la veille. « Pour vous remercier de votre temps, » dit-il en la posant sur le comptoir. Elle eut un rire bref, mais ses doigts s'attardèrent sur l'étiquette. « Le temps,
C'est tout ce qui me reste depuis que mon mari a passé l'arme à gauche. » Elle remplit 2 verres, trinqua avec lui. « Alors, qu'est-ce qui vous amène après tout ce temps ?» Rodriguez but une gorgée, laissant l'alcool brûler sa langue. « Léon Mercier », lâcha-t-il abruptement. Le visage de Marthe se figea. Encore lui. Elle tira une longue bouffée de sa cigarette, expirant la fumée vers le plafond, jauni. Un brave gars, mais trop curieux pour son bien. Il posait des questions sur le moulin, les livraisons. Elle se pencha, baissant la voix. Il avait découvert des choses, des chiffres qui ne collaient pas. Des chiffres. Rodrigue sentit un frisson remonter le long de sa colonne vertébrale. Marthe hocha la tête, ses boucles d'oreilles en toc cliquetant. Le maire d'alors, Vernier, était actionnaire du moulin. Après la disparition de Léon, les livres ont été révisés. Elle vida son verre d'un trait, les jointures blanches autour du pied du verre. Et puis, « Il y a eu l'incendie. Un incendie, » répéta-t-il, la gorge sèche. Au moulin, tout a brûlé. Elle se leva soudain, nerveuse, et alla fermer la porte du café à clé. « Écoutez, je vous en ai déjà trop dit. Certains ici préféreraient que le passé reste enterré. » Rodrigue sortit, l'esprit en ébullition. En passant devant le cimetière, il s'arrêta net. Une tombe fraîchement fleurie, sans nom, attirait son regard sous un saule pleureur. Les fleurs étaient des chrysanthèmes blancs, symboles de deuil éternel. Il s'agenouilla, grattant la mousse sur la pierre, grise. Ses doigts effleurèrent des lettres à peine visibles. LM. Le vent se leva, faisant frissonner les feuilles mortes. Il recula, le souffle court. Une certitude s'imposa. Léon Mercier n'était pas mort noyé. On l'avait tué, et son corps reposait ici, dans cette tombe anonyme. Ce soir-là, alors qu'il notait ses découvertes dans un carnet à spirale, un bruit sourd retentit à la porte. Rodrigue se figea, son stylo suspendu au-dessus de la page. Le grincement des marches de l'escalier, un craquement de bois, puis la porte s'ouvrit lentement. Sur le seuil se tenait un homme encapuchonné, le visage dans l'ombre. « Ne fouillez plus, monsieur Rodrigues, » dit-il d'une voix rauque, presque inhumaine. L'intrus resta immobile un instant, puis disparut aussi vite qu'il était apparu, laissant derrière lui une odeur de terre mouillée et de peur. Rodrigue verrouilla la porte, les mains tremblantes. Sur la table, le carnet ouvert accusait le coup d'une écriture hachurée. « Ils savent que je sais. » Il s'approcha de la fenêtre, scrutant la rue déserte. Une ombre traversa la place, disparaissant derrière l'église. Son cœur battait, à tout rompre. Pour la première fois depuis des années, il ressentit le poids du danger, non pas comme une abstraction lointaine, mais comme une menace tangible, tapie dans chaque recoin du village. Chapitre 4. L'ombre du maire. Le lendemain, Rodrigue se réveilla avec une migraine sourde, le carnet ouvert sur sa table de chevet comme un reproche. Les lettres LM dansaient devant ses yeux, entrelacés aux souvenirs de la veille. Il se força à avaler un café brûlant, puis se dirigea vers la mairie, déterminé à affronter le maire actuel, Antoine Régnier, un homme jeune et arrogant qui avait hérité du poste après la mort de son père, l'ancien maire. La secrétaire, une blonde platine aux ongles trop longs, le fit patienter dans un hall orné de portraits d'anciens élus. Rodriguez étudia leurs visages sévères, notant la ressemblance entre Régnier père et fils, même bouche mince, même regard fuyant. « Monsieur Rodriguez », le maire apparut souriant avec une politesse glaciale. « Que me vaut l'honneur ?» Rodriguez posa les mains à plat sur le bureau, imitant le calme méthodique de ses années de bureau. « Je cherche des informations sur Léon Mercier. » Le sourire de Régnier se figea. « Mercier ?» Cela remonte à 1983, un ouvrier du moulin, disparu. Ah oui, un accident tragique. Le maire croisa les doigts, son alliance cliquetant contre le bois.
Mais pourquoi vous intéresser à ça maintenant? Des incohérences dans le rapport. Rodrigues sortit une copie des archives. Aucun corps retrouvé. Des livres comptables nettoyés. Un incendie suspect. Régnier blêmi. Ses yeux noirs se durcissant. Ces accusations sont graves. Vous avez des preuves? Des soupçons. Et une tombe anonyme. Le maire se leva brusquement, contourna le bureau et ouvrit la porte. Je vous conseille de laisser le passé dormir, monsieur Rodrigues. Ce village a besoin de stabilité. Rodrigues ne bougea pas. Vous étiez au courant pour les lettres de menaces envoyées à votre père? Un muscle tressaillit sur la joue de Régnier. Sortez. De retour chez lui, Rodrigues trouva une enveloppe glissée sous sa porte. À l'intérieur, une photo jaunie. Léon Mercier, souriant devant le moulin, entouré d'ouvriers. Au dos, une inscription « Cherchez la femme ». Il retourna la photo, cherchant un visage familier. Parmi les hommes, une silhouette attira son regard. Un jeune Antoine Régnier, à peine adolescent, observant la scène depuis l'ombre du bâtiment. La nuit tomba, épaisse et menaçante. Rodrigues, assis à sa table, fixait la photo. La femme. Marthe avait mentionné une secrétaire du moulin, une certaine Claire, disparue elle aussi après l'incendie. Un grattement à la fenêtre le fit sursauter. Dehors, une ombre se faufila le long du mur, trop grande pour être un animal. Rodrigues éteignit la lampe, plongeant la pièce dans le noir. Quand il osa regarder à nouveau, l'ombre avait disparu, mais sur le rebord de la fenêtre, une trace de boue fraîche maculait le bois. Chapitre 5. La femme du moulin. Le lendemain matin, Rodrigues se rendit à la bibliothèque municipale, un bâtiment exigu aux étagères branlantes. La bibliothécaire, une vieille fille aux lunettes cerclées de fer, le dévisagea avec suspicion quand il demanda des journaux locaux des années 80. « On ne consulte pas ces archives sans autorisation », rétorqua-t-elle, tripotant son col en dentelle jaunie. « Le maire m'a donné son aval », mentit Rodrigues, brandissant une fausse lettre signée de la main de Régnier, un spécimen dérobé dans la corbeille à papier de la mairie. La femme capitula, lui apportant des cartons poussiéreux. Pendant 2 heures, il éplucha les coupures de presse. L'incendie du moulin occupait une place centrale. Accident dû à une chaudière défectueuse, clamait l'article, mais un entrefilet attira son attention. Disparition inquiétante de Claire Dubois, 28 ans, secrétaire au moulin. Aucun suivi, aucun corps. Il trouva une photo de Claire, souriante à un pique-nique d'entreprise. Brune, les yeux clairs, un grain de beauté sur la joue gauche. Son visage lui disait vaguement quelque chose. En sortant, il croisa une femme d'une 60aine d'années, portant un cabas rempli de légumes. Elle le fixa avec une intensité troublante, puis murmura « Vous la cherchez, n'est-ce pas ?» Avant de s'éloigner, Rodrigues la suivit, discrètement jusqu'à une maisonnette isolée, aux volets bleus délavés. La femme entra, et il attendit, caché derrière un muret. 1 heure plus tard, un homme sortit, le même qui l'avait menacé la veille. Le soir, il retourna voir Marthe au café. « Claire Dubois », dit-il sans préambule. La veuve blêmit, renversant son verre. Elle était impliquée avec Léon? Plus que ça, souffla Marthe. Ils étaient amants. Elle a tout découvert, les malversations, la mort de Léon. Et puis, plus rien. Elle est morte? Personne ne l'a revue après l'incendie, mais certains disent... Elle se tut, les yeux rivés à la porte. Rodrigues se retourna. 2 hommes en noir l'observèrent depuis l'entrée, leur visage inexpressif. Il paya et sortit, sentant leur regard dans son dos. Cette nuit-là, il rêva de Claire, courant dans les flammes du moulin, son visage à moitié brûlé. Au réveil, une nouvelle lettre l'attendait. « Arrêtez, ou vous finirez comme elle. » Chapitre 6. Les ruines du moulin.
L'aube se levait à peine lorsque Rodrigue s'engagea sur le chemin du moulin, une bâtisse en ruine perchée au-dessus de la rivière. Les vestiges noircis des murs se dressaient comme des squelettes, les fenêtres béantes laissant entrer le vent qui sifflait en tourbillons lugubres. L'air sentait encore la cendre, 30 ans après l'incendie. Il avança prudemment, évitant les planches pourries, et sortit une lampe torche de sa poche. Le faisceau balaya les décombres, des machines rouillées, des papiers calcinés, et soudain, un coin de tissu coincé sous une poutre. Il tira, dévoilant un foulard bleu délavé, orné d'une initiale brodée, C. Claire. Un bruit le fit sursauter, des pas traînants, trop lourds pour un animal. Il se cacha derrière un mur effondré, retenant son souffle. Une silhouette massive apparut, vêtue d'une veste de travail sale. L'homme, un ancien ouvrier du moulin à en juger par ses bottes crottées, marmonnait en inspectant les lieux. Rodrigue reconnut soudain son visage buriné. C'était Gustave, un marginal du village que tout le monde évitait. « Qu'est-ce que vous cherchez ici ?» lança Rodrigue, sortant de sa cachette. Gustave sursauta, ses yeux injectés de sang s'écarquillant. « Rien, rien du tout. » Il recula, trébucha sur une pierre et s'enfuit en courant, laissant derrière lui un sac en toile. Rodrigue ouvrit le sac. À l'intérieur, des documents partiellement brûlés, des photos et un carnet à la couverture carbonisée. Les pages étaient remplies d'une écriture fébrile. 12 novembre 1983. Léon a trouvé les registres. Ils vont le tuer. Je dois l'avertir. 13 novembre. Il est trop tard. Ils l'ont jeté à la rivière. J'ai tout vu. 15 novembre. Ils ont brûlé le moulin. Je dois disparaître. La dernière entrée était illisible, noircie par le feu. Rodrigue rangea le carnet, le cœur battant. Claire avait tout vu. Et si Gustave avait récupéré ses affaires? Était-il complice? En retournant au village, il croisa la femme au cabas, cette fois sans son panier. Elle lui barra le chemin, le visage grave. « Vous avez trouvé le journal, n'est-ce pas ?»« Qui êtes-vous » demanda-t-il, la main serrée sur le sac. « Une amie de Claire. Elle m'a confié des choses avant de partir. » Elle jeta un regard nerveux autour d'elle. « Venez chez moi. » La maisonnette, aux volets bleus, sentait la lavande et le renfermait. Des photos de Claire ornèrent la cheminée, souriante, vivante. « Elle est morte ?» demanda Rodrigue. « Non, mais elle aurait préféré l'être. » La femme sortit une lettre de sous un coussin. Ils l'ont enfermée, pour la faire taire. Qui? Le maire, son père avant lui, et leurs hommes. Elle désigna la lettre. Lisez. C'est son testament. Rodrigue déplia la feuille, reconnaissant l'écriture de Claire. Si vous lisez ceci, c'est que je n'ai pas survécu. Sachez que Léon a été assassiné sur l'ordre de Régnier Père pour étouffer ses découvertes. Le moulin servait à blanchir de l'argent sale. J'ai des preuves, cachées dans... Le reste était arraché. Où sont les preuves? Insista Rodrigue. La femme secoua la tête. Elle a dit « Là où la rivière ne ment pas ». Rodrigue sortit, l'esprit en ébullition. La rivière, le ponton, le corps de Léon. Il devait retourner là-bas. Mais en passant devant la mairie, une voiture noire démarra en trombe, manquant de le renverser. À l'intérieur, le visage d'Antoine, Régnier, déformé par la rage. Chapitre 7. Le secret de la rivière. La nuit enveloppait Saint-Julien-en-Grève d'un voile humide et froid, si dense que Rodrigue eut l'impression d'avaler du coton en respirant. La lanterne à la main, il longea la rivière jusqu'au ponton, ses pas s'enfonçant dans la boue gluante. L'eau noire clapotait contre les pilotis, reflétant la lune comme un œil mort. Des souvenirs de l'accident de Léon Mercier affluèrent, le cri étouffé, le plongeon, l'impuissance qu'il avait cloué sur la rive opposée. Là où la rivière ne ment pas, murmura-t-il, scrutant les berges. Il s'accroupit, promenant la lanterne sur les débris pris dans les racines. Une chaussure à moitié pourrie, des morceaux de bois vermoulus. Soudain, un éclat métallique brilla près d'un rocher.
Il fouilla la vase glacée et extirpa une boîte en fer, rouillée, scellée par des toiles d'araignée. À l'intérieur, des documents jaunis, des photos et une clé USB. Un objet anachronique, incongru au milieu des preuves du passé. Les documents révélaient un réseau de corruption impliquant Régnier père, le maire actuel, et des entrepreneurs, véreux. Les photos montrèrent des échanges d'argent, des signatures falsifiées. La clé USB, elle, contenait des fichiers numériques, des comptes offshore, des noms de complices. Claire avait tout documenté. Alors qu'il rangeait la boîte, une branche craqua derrière lui. Rodrigue se retourna, la lanterne projetant, des ombres déformées sur les arbres. Gustave émergea des buissons, son visage buriné, tordu par une grimace. Dans sa main, un couteau à la lame rouillée. « Vous n'auriez pas dû revenir », gronda-t-il. Rodrigue recula, la rivière dans son dos. « Pourquoi vous? Vous étiez son ami. Je devais protéger ma famille. » Gustave avança, le couteau levé. « Désolé, Rodrigue. » Un coup de feu déchira le silence. Gustave s'effondra, une tache sombre s'élargissant sur sa poitrine. Rodrigue se retourna, apercevant une silhouette armée disparaître dans les bois, celle de l'homme à la capuche, le même qui l'avait menacé. Tremblant, il courut au village, la boîte serrée contre lui, et frappa à la porte de la femme au volet bleu. Personne. Sur la table, une nouvelle lettre. « Fuyez. Ils savent pour la clé. » Il s'engouffra dans une ruelle, mais des phares de voiture balayèrent soudain les murs. La voiture noire du maire freina dans un crissement. De pneus, Régnier en sortit, un pistolet à la main. « Donnez-moi ça, Rodriguez. Vous étiez derrière tout ça? Mon père a construit ce village. Je ne laisserai pas un fouille-merde tout détruire. » Rodriguez recula, acculé contre le mur. Soudain, une voix familière retentit. « Relâchez-le. » La vieille Élodie, la boulangère, se tenait là, un fusil de chasse pointé sur Régnier. « Vous avez assez tué, monsieur le maire. » Régnier hésita, puis jeta son arme et s'enfuit. Élodie baissa le fusil, ses mains noueuses tremblant légèrement. « Venez, souffla-t-elle. Claire vous attend. » Elle le conduisit à une cabane, isolée en bord de forêt. À l'intérieur, dans la pénombre, une femme aux cheveux blancs et au visage marqué par les ans le fixait. Claire Dubois, méconnaissable, une cicatrice barrant sa joue gauche. « Vous avez trouvé les preuves ?» dit-elle d'une voix rauque. « Maintenant, ils vont tous vous tuer. » Chapitre 8. La vérité dans le sang. La cabane d'Élodie sentait le bois brûlé et la lavande fanée. Claire Dubois, assise près d'une cheminée éteinte, fixait Rodrigue de ses yeux pâles, presque translucides. La cicatrice sur sa joue gauche semblait pulser à la lueur de la lanterne. « Vous avez la clé, » dit-elle enfin, la voix rauque comme du gravier. « Mais vous ne savez pas ce qu'elle contient. » Rodrigue posa la boîte en fer sur la table. « Expliquez-moi. » Claire se leva, ses gestes lents et douloureux. « Après l'incendie, Régnier père m'a fait enlever. Il voulait effacer les preuves, mais je les avais cachées dans la rivière, là où personne ne chercherait, sauf quelqu'un comme vous. » Elle désigna la clé USB. Ces fichiers détaillent un trafic d'armes via le moulin, blanchi grâce au compte. De la mairie, des politiciens, des industriels, tous complices. Et Léon, il a découvert les livres trafiqués. Ils l'ont jeté à l'eau pour le faire taire. Elle serra les poings, les jointures blanchies. J'ai essayé de le sauver. Mais quand je suis arrivé au ponton, il était déjà... Sa voix se brisa. Élodie, adossée à la porte, intervint. Elle a vécu cachée ici, sous ma protection. Les Régnier ont tenté de la retrouver, mais je suis la seule à connaître. Cette cabane. Rodriguez ouvrit la boîte, compulsant les documents, des noms, des dates, des sommes astronomiques. Pourquoi ne pas avoir parlé plus tôt? Parce qu'ils tuent ceux qui savent, répondit Claire. Et vous êtes le prochain. 1 heure plus tard, alors qu'ils discutaient d'un plan, un bruit sourd ébranla la porte. Élodie éteignit la lanterne, plongeant la pièce dans le noir. « Ils nous ont trouvés », chuchota-t-elle. Des voix étouffées, des pas lourds, puis un cri. « Sortez !
Et personne ne sera blessé. Rodrigue reconnut la voix de Régnier. Claire attrapa un tisonnier, le visage déformé par la rage. Je ne retournerai pas dans leur prison. On ne peut pas rester ici, murmura Élodie. Elle souleva une trappe dissimulée sous le plancher, révélant un tunnel étroit. Prenez la clé. Allez au journal local à Montpellier. Publiez tout. Et vous? Demanda Rodriguez. Je les retiendrai. Elle chargea le fusil, un sourire triste aux lèvres. Je n'ai plus rien à perdre. Rodriguez et Claire s'enfoncèrent dans le tunnel, rampant dans l'obscurité humide. Derrière eux, un coup de feu retentit, suivi d'un hurlement. Ils émergèrent dans une clairière à l'aube. Claire, tremblante, tendit la main vers Rodrigue. « Promettez-moi de tout révéler. »« Je le promets. » Mais alors qu'ils marchaient vers la route, une voiture surgit des bois. Régnier, le visage en sang, braqua un pistolet sur eux. « Vous croyez vraiment vous en sortir ?» Claire se plaça devant Rodriguez. « Tue-moi, et la clé disparaîtra, avec lui. » Régnier hésita, puis ricana. « Vous n'irez nulle part. » Un deuxième coup de feu déchira l'air. Régnier s'effondra, une tache rouge s'élargissant sur sa chemise. Derrière lui, Gustave, le couteau à la main, le souffle court. « Je devais réparer. » Il mourut avant de toucher le sol. Chapitre 9. Le dernier témoignage. Rodrigue et Claire Hagard atteignirent Montpellier à l'aube, la clé USB brûlant la poche de son manteau. Le siège du Courrier du Sud était un immeuble moderne aux vitres teintées. Le rédacteur, en chef, un homme grisonnant nommé Dubois, aucun lien avec Claire, précisa-t-il, écouta leur récit avec une incrédulité grandissante. Si ces documents sont authentiques, c'est une bombe, murmura-t-il en insérant la clé dans son ordinateur. Les fichiers s'affichèrent, des comptes, des photos, des noms. Nom de Dieu, le préfet, des députés. Publiés, ordonna Claire, avant qu'ils ne détruisent tout. Mais alors que Dubois s'apprêtait à imprimer, l'écran devint noir. Un message clignota. « Données corrompues. »« Impossible !» s'exclama le journaliste. Le virus était dans la clé. Ils nous ont devancés. Rodrigue sentit le sol se dérober. Il reste les documents papier. Brûlés, dit Claire, les larmes aux yeux. Dans la cabane. Ils sortirent en courant, mais un 4x4 noir bloquait la sortie. 2 hommes en sortirent, armes au poing. Ne bougez plus. Soudain, une voiture de police surgit, gyrophare hurlant. Les agresseurs prirent la fuite. Le commissaire Lambert, un vieil ami de Rodrigue, descendit, essoufflé. Élodie m'a appelé avant de mourir. Elle m'a tout raconté. Élodie est... Rodrigue n'osa finir. Elle a tenu jusqu'au bout. Lambert les conduisit au poste où il leur montra des dossiers classés secret défense. Le réseau Régnier existe depuis des décennies, mais sans preuve. Claire, blême, s'effondra sur une chaise. Il reste un témoin, le fossoyeur. Il a vu des corps, enterrés anonymement. Rodriguez et Lambert échangèrent un regard. « Allons le voir. » Le cimetière de Saint-Julien-en-Grève était désert sous la pluie. Le fossoyeur, un homme voûté aux mains terreuses, secoua la tête en les voyant. « Je ne dirai rien. Et votre fils ?» demanda soudain Claire. « Celui que Régnier a fait emprisonner pour vol. » L'homme se figea. « Comment ?»« Je sais des choses. Aidez-nous, et je témoignerai en sa faveur. » Il capitula. « Suivez-moi. » Dans un coin reculé du cimetière, sous un saule, il désigna une dalle sans nom. « Léon Mercier est là. Et d'autres. »« Combien ?» demanda Rodriguez. « 12. Tous tués, pour avoir su. » Lambert, livide, sortit son téléphone. « Je contacte le procureur. » Mais alors qu'il composait le numéro, une explosion déchira l'air. La voiture de police, garée à l'entrée, venait de sauter. Chapitre 10. La dernière nuit de Saint-Julien. La déflagration projeta Rodrigues contre une tombe, sonnée. La voiture de police n'était plus qu'un tas de tôle fumante. Lambert gisait à terre, inconscient, le visage ensanglanté. Claire, à genoux,
serrait contre elle les documents récupérés dans la boîte en fer. « Ils ne lâcheront jamais », murmura-t-elle, une main pressée sur sa blessure à l'épaule. Le fossoyeur, tremblant, les entraîna vers une crypte abandonnée. « Cachez-vous ici. Ils surveillent toutes les sorties. » À l'intérieur, l'air sentait la moisissure et la mort. Rodrigue examina les papiers à la lueur d'une bougie. Sans la clé USB, ces documents ne suffiront pas. Il reste une copie, souffla Claire, chez Élodie, dans le four à pain. Rodrigue se figea. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Elle voulait être sûre. Sûre que vous étiez prêt à payer le prix. Lambert reprit connaissance, crachant du sang. Fuyez. Le réseau est partout. Mais Rodrigue savait qu'il n'irait nulle part. Pas sans la vérité. Alors que la nuit tombait, il se faufila jusqu'à la boulangerie d'Élodie, maintenant sous surveillance. Les hommes de Régnier patrouillaient, armes à la ceinture. Il contourna les ruelles, utilisant les ombres des maisons, et trouva le four à pain derrière l'arrière-cour. À l'intérieur, sous une pierre descellée, une enveloppe jaunie, une copie intégrale des fichiers de Claire et une lettre d'Élodie. « Rodrigue, si vous lisez ceci, c'est que je suis morte. Claire vous a choisi parce que vous êtes le seul à pouvoir décider. La vérité sauvera-t-elle le village ou le détruira-t-elle? Choisissez bien. » Les larmes brouillèrent sa vue. Il courut vers la mairie, les documents serrés contre son cœur. Régnier l'attendait dans son bureau, un sourire narquois aux lèvres. « Vous avez résisté, Rodrigue, mais tout s'arrête ici. Vous avez tué Élodie. Gustave, tous ces innocents. Des dommages collatéraux. » Régnier sortit un revolver. « Donnez-moi ces papiers et je vous laisse partir. » Rodrigue fixa le canon, puis les portraits des mères accrochés au mur, des visages arrogants, intouchables. « Non. Vous préférez mourir pour une cause perdue? Je préfère vivre en sachant que j'ai essayé. » Régnier pressa la détente, le coup partit, mais Rodrigue, anticipant le geste, avait plongé derrière le bureau. Le projectile fracassa. La fenêtre, dehors, des cris retentirent. Lambert, malgré ses blessures, avait alerté les gendarmes. Régnier, acculé, hurla. « Vous croyez gagner? Le village entier est complice. »« Plus maintenant, » répondit Rodrigue, brandissant les documents. La presse nationale a la copie. C'était un bluff. Mais Régnier blêmit, réalisant trop tard son erreur. Les gendarmes envahirent la pièce. Le maire fut maîtrisé. À l'aube, Rodrigue retourna à la crypte. Claire avait disparu, ne laissant qu'une rose blanche sur la dalle de Léon. Le fossoyeur lui apprit qu'elle était partie vers le sud, là où la mer efface les traces. Les jours suivants, le scandale éclata. Les arrestations se multiplièrent, des têtes tombèrent. Mais Saint-Julien-en-Grève, sous le choc, ne fut plus jamais le même. Les rires se turent, les cafés se vidèrent. Les habitants évitaient Rodriguez, le traitant en paria. Un matin, il trouva une lettre sous sa porte, l'écriture de Claire. « Merci, mais ne revenez jamais. » Il quitta le village à la tombée de la nuit, emportant le carnet de Léon et le foulard de Claire. La rivière murmurait toujours, gardienne des secrets, qu'il avait préféré ne pas exhumer. Et voilà, chers insomniaques, la fin de Monsieur Rodrigue. Une histoire où le silence pèse plus lourd que les mots, où la vérité ne libère, mais condamne. Mes chers voyageurs de l'ombre, merci d'avoir arpenté ces chemins obscurs avec moi. Chaque histoire que nous partageons est une lanterne dans la nuit, un pas de plus vers l'inconnu qui nous lie. Monsieur Rodrigue n'est que le premier d'une longue série de mystères que nous explorerons ensemble. Des récits où le silence parle plus fort que les mots, où chaque fin est une nouvelle porte entrebâillée. Vous qui avez choisi de suivre Voyage dans l'inconnu, sachez que votre curiosité est le fil qui guide mes pas. Sans vous, ces histoires resteraient des murmures perdus dans le vent. Alors, continuez à rêver les yeux ouverts, à questionner les apparences et à écouter les secrets que le monde cache sous ses pierres. D'ici peu, une nouvelle énigme vous attendra.
Peut-être une forêt qui respire, une maison qui se souvient, ou un visage aperçu dans la vitre d'un train fantôme. Abonnez-vous, activez la cloche, et laissez-vous surprendre, et n'oubliez jamais. Le plus beau des voyages est celui qui nous ramène à nous-mêmes. À très vite, dans l'ombre des prochains chapitres. Maintenant, fermez les yeux, laissez-vous bercer par les derniers échos de la rivière, et souvenez-vous, certains mystères ne demandent pas à être résolus,